Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et Diabama sur Camnews 24 émettant depuis la dynamique ville de Garoua. Découvrons les titres de cette édition spéciale 20h. Garoua en effervescence. Issa Chiroma Bakari revient en force, accueilli comme un libérateur par une foule survoltée. À moins de 2 mois de la présidentielle du 12 octobre prochain, le leader du FSNC lance un signal fort qui promet une suite électrisante à suivre dans ce journal. Drame, Merveille Belambela, une jeune Camerounaise de 23 ans et tiktokeuse, a été victime d'un crime odieux. Selon Zumanto, elle aurait été droguée et violée par plusieurs personnes dans une boîte de nuit avant d'être tuée. L'auteur présumé de l'assassinat à découvrir dans ce 20h. C'est tout pour les titres. On se retrouve tout de suite. Je vous dis tout. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. A offert ce vendredi 15 août 2025 un accueil triomphal à Issa Chiroma Bakari, président national du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, acclamé comme un libérateur par une foule en liesse. L'ancien ministre poursuit sa campagne vers l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, portée par un soutien populaire grandissant. Émilie Doudou Amadou était sur les lieux. Ce vendredi 15 août, l'axe de l'aéroport international de Garoua a vibré au rythme d'un accueil populaire d'exception. L'événement, l'arrivée du président national du Front pour le Salut National du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Plus d'une 50aine de véhicules rejoints par de nombreux conducteurs de mototaxis et des partisans à pied ont convergé vers l'aéroport. Une ferveur qui traduit un soutien affiché au leader, accueilli comme un libérateur. Depuis sa démission du gouvernement, Issa Chiroma Bakari n'a cessé d'être perçu sur les réseaux sociaux dans les débats médiatisés comme l'une des figures de l'opposition les plus soutenues de l'heure. Dans une mise en scène qui se veut porteuse d'espoir, le président du FSNC a donné rendez-vous à ses partisans au célèbre Carrefour de la Mort pour un meeting annoncé sous le signe du libérateur. La course à la magistrature suprême se poursuit à moins de 2 mois de l'échéance du 12 octobre prochain, date à laquelle les Camerounais seront appelés aux urnes pour élire le président de la République. Entre ferveur populaire et enjeux politiques, cette étape de Garoua marque un moment clé dans la campagne. Une mobilisation qui, pour ses partisans, n'est qu'un prélude à la victoire qu'il espère éclatante. Mesdames, Messieurs, restons dans cette course à la magistrature suprême. Les évêques reçus à la présidence, paix ou politique. Un jour après avoir manqué leur rendez-vous, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ont été reçus ce mercredi par Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence. Si l'entretien visait officiellement à préserver la paix, l'unité et la stabilité, il soulève des interrogations sur la position de l'Église face au pouvoir. Reportage. Palais de l'Unité, notre maison commune qui ne désemplit pas depuis bientôt 1 mois et demi. Et cet après-midi du mercredi 13 août 2025, il ouvre ses bras au prince de l'église catholique qui est au Cameroun. Les graves, le palan, nos seigneurs, les archevêques et évêques sont accueillis à leur descente de voiture, les uns après les autres par le protocole, puis dirigés vers la salle B324, ce cadre emblématique où s'écrit depuis le 1er juillet 2025 l'histoire des concertations stratégiques instruites par le chef de l'État et mené tambour battant par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les princes de l'église catholique accueillis ce jour et qui sont conduits par Monseigneur Andrew Keya, archevêque de Bamenda et par ailleurs président de la conférence épiscopale nationale, ont tous la particularité d'être des membres du conseil permanent de la dite conférence. Ce 13 août 2025 au Palais de l'Unité, les évêques du Cameroun sont venus prier pour la paix et demander clairement à leurs ouailles de tourner le dos à la violence en rappelant le caractère apolitique de l'Église. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus
Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a droit d'exercer son droit politique. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Et on a aussi pris l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, certaines douleurs de nos fidèles de Camerounais, pour qu'il amène au chef de l'État qui lui a envoyé de nous rencontrer. Et notre message principal pendant cette rencontre, c'est que nous tous, les Camerounais, on doit continuer à prier, pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest et je peux vous dire ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Donc on ne veut pas que notre pays tombe encore dans ces violences qu'on a vues, qu'on a vécues au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Mais c'est très important que notre Église catholique continue à travailler pour la justice, pour la réconciliation et la paix. Il ne fait pas de doute qu'au sortir de cette concertation, la relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel dans notre pays s'en trouvera renforcée. Poursuivons notre cahier présidentiel, audience sur audience, après les évêques, les dignitaires traditionnels à la présidence. Après la rencontre avec les évêques, une délégation de dignitaires traditionnels venus du Nord-Ouest ont été reçus à leur tour, réaffirmant leur soutien à son Excellence Paul Biya, président national du parti RDPC, et transmettant ce message par l'intermédiaire de Ferdinand Ngongo. Suivons ce reportage. Deuxième délégation à être reçue par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ce mercredi 13 août 2025. Difficile de ne pas avoir en mémoire le souvenir du tour en 1983 de ce qui était alors les provinces par le président Paul Biya, fraîchement arrivé à la tête du Cameroun, et qui, à l'étape de Bamenda, sera fait Fondefone. Les garants de la tradition de cette partie du pays, devenue entre-temps une région, ne l'ont pas oublié. C'est pour cette raison qu'ils sont venus en grand nombre ce 13 août renouveler leur serment de fidélité à l'un des leurs, sans doute le plus illustre d'entre eux. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle où président Paul Biya, Fondefone, est candidat. Bon, nous sommes venus lui témoigner notre fidélité. Qu'en tant que chef de Fondefone, on ne peut pas le lâcher à ces moments cruciaux dans notre histoire. Nous sommes venus dire président Paul Biya, les chefs sont avec vous, continuez. Au décompte, une trentaine de dignitaires traditionnels. Au premier rang de ceux-ci, les fonds de Bangoulap, Mbeye, Bambalan, Nsor, Mankon, Bambili et autres Oku. Et parce qu'ils sont tous originaires d'une région qui a payé l'un des plus lourds tributs du fait des troubles sociopolitiques, ils ont saisi l'opportunité de cette rencontre pour inviter les principaux acteurs politiques de notre pays à la retenue et au fair play. Notre sécurité, la paix, l'intégrité de notre territoire est menacée par certains. À cause de quoi? Les élections. Donc, nous avons apporté le message de paix à l'endroit de tous nos enfants, que l'élection n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la guerre. Il faut aller aux élections en paix. C'est lui qui va gagner, on accepte. Nous ne voulons pas le dégât, nous ne voulons pas le désordre. Parce que si vraiment nous aimons notre pays, ce n'est pas en désordre qu'on peut bâtir un pays. We are giving this peace plan that it should act in the same like to the entire nation of Cameroon. That whenever the head of state removes this peace plan, peace will return in the north, in the entire country. Au moment de quitter le palais de l'unité, les fonds du Nord-Ouest vont remettre un ensemble de cadeaux, dont une cloche et l'arbre de la paix à Ferdinand Ngongo pour transmission au président de la République, Paul Biya.
Plusieurs chaises pour un seul candidat. Qui sera l'élu du peuple? La réponse le 12 octobre prochain. Merveille Mbela Mbela, puisqu'il s'agit d'elle, une jeune femme camerounaise âgée de 23 ans seulement et tiktokeuse, a été victime d'un crime particulièrement odieux. D'après les révélations sur les réseaux sociaux, elle aurait été droguée et victime de violences sexuelles perpétrées par plusieurs individus dans un établissement nocturne avant d'être assassinée. L'auteur présumé du meurtre, Bessena Polan, ainsi que plusieurs autres personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en détention. Gisogo et Martin Barga. C'est une affaire révélée au public par un lanceur d'alerte dans les réseaux sociaux. Elle s'appelait Mbela Merveille. Ce dimanche matin, les réseaux sociaux au Cameroun ont été assaillis par l'information selon laquelle elle a été retrouvée violée et morte à Yaoundé, la capitale, quelques heures seulement après être nuitamment sortie en compagnie de ses copines pour prendre un verre. Merveille Bella est morte tragiquement dimanche dernier. Mais de quoi donc? Là est toute la question. Alors que des thèses s'affrontent, celle d'un assassinat semble prendre le dessus sur celle d'une overdose sexuelle, elle aussi répandue. Et dans ce contexte, le présumé assassin, un certain Paulin Bansena, est cuisiné depuis quelques jours par les fins limiers du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. De sources généralement bien informées, le présumé assassin Paulin Bansena aurait cité au cours de l'interrogatoire Steven Rodrigue Mbienou Kwadjo comme ayant joué un rôle majeur dans l'assassinat de Merveille Bella. Mais dans l'entourage de Steven Mbienou Kwadjo, l'on crie au scandale, arguant qu'il s'agit d'accusations fallacieuses dans le but de ternir l'image d'un homme d'affaires à la réputation mondialement reconnue. En attendant que les enquêtes de la gendarmerie aboutissent en déterminant les circonstances exactes ainsi que les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Merveille Bella, journaux et autres médias en ligne en ont fait leur affaire. Tous dénoncent ce qu'ils considèrent comme un complot contre l'ancien patron d'une société de paris sportifs qui, selon eux, n'est même pas au pays au moment des faits. Justice soit faite, place aux forces de maintien de l'ordre. 841 militaires reçoivent leur parchemin à l'école de formation aux opérations de maintien de la paix. Après 3 mois de formation intensive et de préparation morale, le 12e bataillon camerounais est désormais prêt à être déployé sur le terrain centrafricain pour contribuer au maintien de la paix. Reportage. Ils sont 841 au total, dont 89 réservistes qui reçoivent ici leur parchemin à la cour d'honneur de l'école de formation aux opérations de maintien de la paix, EFOM, à Moteboum, après 3 mois de formation et privation. Le bataillon est apte à remplir sa mission en Centrafrique. Ils ont passé ici 90 jours en continu. Ils ont suivi avec succès tous les modules d'enseignement et les résultats ont pu se voir lors de l'examen d'évaluation. Créé en 2023 par décret présidentiel et dirigé par le colonel Clément Garantsou, le 12e bataillon a été intégré par les instructeurs nationaux et s'est dit prêt pour leur mission. Le 12e bataillon camerounais est prêt à être déployé sur le théâtre centrafricain afin de contribuer, n'est-ce pas, à la stabilisation de ce pays frère et ami. Le major général de l'état-major des armées, le général de division Hector Tchemo Marie, qui présidait la cérémonie, n'a pas manqué de leur donner quelques conseils. Demeurez donc professionnels, tâchez d'être en phase avec les idéaux et l'éthique onusienne. Sur le théâtre des opérations en RCA, la hiérarchie militaire préconise un accompagnement de paix selon les standards onusiens. La paix n'a pas de prix. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre CamNews 24.
À quelques heures seulement du sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, l'attention internationale se tourne vers cette rencontre aux enjeux diplomatiques majeurs. Entre rivalité stratégique, dossiers sécuritaires et perspectives de coopération, notre envoyé spécial Péric Laurent décrypte les attentes et les implications potentielles de ce face-à-face qui pourrait redessiner certains équilibres géopolitiques. Donald Trump n'a cessé de souffler le chaud et le froid à propos de ce sommet depuis une semaine. Maintenant, le président américain a d'abord envisagé un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie avant de dire qu'il venait ici à Anchorage simplement pour discuter, pour entendre la position de son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis, ces dernières heures, il a remis un peu la pression sur la Russie en expliquant qu'il voulait absolument un cessez-le-feu, qu'il était prêt même à quitter le sommet de manière prématurée s'il n'obtenait pas des réponses claires de son homologue. Donald Trump qui en tout cas rappelle que ce n'est qu'un premier sommet, cet entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine qui a pour objectif d'en préparer un second auquel serait invité Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et peut-être d'autres responsables européens. En tout cas, l'enjeu est majeur parce que pour Vladimir Poutine, ce sommet représente un retour sur la scène internationale. Lui qui a été mis au banc de la plupart des grands sommets du G7 notamment après l'invasion de l'Ukraine en 2022, c'est d'ores et déjà une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Ce sommet, le fait de revenir sur le sol américain après plus de 10 ans et de revenir en plus dans un territoire qui a des liens très forts avec la Russie puisque l'Alaska est un territoire qui a été vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. De la bonne nouvelle aussi dans ce 20h, mesdames, messieurs, l'émotion est à son comble. Il y a quelques jours, un nouveau-né avait été enlevé moins de 24 heures après sa naissance, plongeant le couple d'Ifo dans la détresse. Aujourd'hui, la petite Kezia a été retrouvée saine et sauve à l'hôpital baptiste d'Ekundum, redonnant à ses parents la joie qui leur avait été brutalement arrachée. Tatiana Vondo était sur les lieux. C'est une image forte de sens qui signe la fin d'un cauchemar qui aura duré 3 jours. Le bébé Kezia entre les mains de sa génitrice. Une scène qui aurait peut-être pu ne plus jamais arriver si ce n'est par l'aide apportée par le responsable de la formation sanitaire ou celle qui avait dérobé le bébé s'est rendue. Samedi, la jeune dame arrive dans mon centre à 21h. Elle est reçue par 2 de mes infirmières qui étaient de garde ce soir-là. Lorsqu'elle arrive, le bébé est fébrile. Donc elles ont fait des premiers soins. Et le lendemain, c'est-à-dire dimanche matin, lorsque j'arrive au centre, elles me font part de la situation. La jeune dame dit qu'elle a accouché en communauté par sa belle-mère. J'ai dit ok, on considère l'accouchement en communauté, donc on va la prendre en charge. Elle déclare qu'elle a besoin aussi des soins postpartum concernant le bébé et également elle-même. J'ordonne immédiatement leur prise en charge. La vigilance et le courage des infirmiers de ce centre de santé ont été cruciaux pour réunir la famille d'Ifo. La photo du nourrisson, largement diffusée par les médias et sur les réseaux sociaux, a joué un rôle essentiel dans cette heureuse issue. Dès que les infirmières ont reconnu le bébé, elles ont discrètement appelé les forces de l'ordre. Celles-ci sont intervenues rapidement pour procéder à l'arrestation de la ravisseuse et constater les faits. C'est hier, dans l'après-midi, l'une des infirmières qui est dans les réseaux sociaux, qui tombe sur la photo du bébé, elle partage la photo dans le forum du service pour attirer mon attention, pour me dire, voilà, c'est le même bébé qu'on a reçu. Ce bébé, la ressemblance est tellement identique. On avait donné le rendez-vous de 2 semaines à la maman, dont le 13, elle devait revenir au 13. J'ai dit non, il faut la rappeler. Tu peux lui dire qu'elle doit revenir avec le bébé aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu as reçu le vaccin déjà du district d'Info. Dieu merci, le matin, je suis arrivée, ils ont respecté l'heure. Donc, dès que je les ai vus, j'ai pris le bébé entre les mains, j'ai confirmé
qu'il n'y avait pas de différence entre le bébé sur la photo des réseaux sociaux, sur Facebook, et le bébé qui était présent. J'ai demandé à l'une de mes infirmières d'appeler les forces de maintien de l'ordre pour qu'ils viennent faire la suite du travail. Cependant, la famille Difo ne compte pas en rester là. Le couple a décidé de poursuivre la procédure judiciaire déjà en cours afin de s'assurer que les responsables soient punis. Il souhaite également mettre en lumière les failles sécuritaires de l'hôpital Baptiste de Koundou, dont les défauts de surveillance ont failli leur coûter leurs plus précieuses possessions. Les enquêtes vont continuer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on en arrive là? Il y a eu un problème. Et les responsabilités vont être établies. C'est-à-dire que nous avons fait des constats d'huissier, nous avons engagé une plainte contre l'hôpital, contre les responsables. La petite Kezia peut maintenant retrouver la chaleur de son foyer, mais pas avant un passage par l'hôpital. Les parents tiennent à s'assurer que leur nouveau-né est en bonne santé et n'a subi aucun traumatisme durant cette épreuve. La patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont le fruit est très doux. Alors, chers jeunes Camerounais diplômés sans emploi, attendez votre tour, certainement que l'heure sera de vôtre. Et c'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition spéciale 20h sur CamNews 24 et ITFM, émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, on diarama.